Bonjour à tous, je suis Anne-Catherine Dumortier, docteure en pharmacie et naturopathe, responsable du département sciences d'Energetica Natura pour la France. Energetica Natura est une entreprise de compléments alimentaires spécialisée en santé intégrative et fonctionnelle. Chez Energetica Natura, nous sommes en permanence à la recherche de nouveaux outils et supports de formation. C'est pourquoi je suis vraiment ravie de lancer cette série de podcasts, les Capsules Pro Energetica Natura. Ces capsules pro seront pour vous de formidables rendez-vous de formation en médecine fonctionnelle et santé intégrative. Nous y aborderons des thématiques que vous rencontrez chaque jour dans vos cabinets et pour lesquelles des thérapeutes experts partageront leurs connaissances et leur expérience pratique. Cela vous permettra d'acquérir de nouvelles clés de compréhension et d'enrichir votre pratique. Retrouvez-nous régulièrement pour ces rendez-vous destinés aux professionnels de santé. Pour ces podcasts, nous aurons l'honneur de recevoir des experts. Les thèmes abordés seront traités sous des angles très pratiques, illustrés d'études scientifiques récentes, et cela vous permettra d'enrichir vos connaissances, de développer votre pratique et de mieux accompagner vos patients, que vous soyez expert ou débutant. Alors bienvenue dans nos podcasts et laissez-vous inspirer. Bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode de nos capsules pro Energetica Natura consacrées à l'équilibre hormonal. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir le docteur Julien Puchois. Bonjour Julien et merci d'avoir accepté notre invitation pour ce deuxième podcast. Aujourd'hui, tu as choisi de nous parler d'un thème assez spécifique qui sont les troubles de la libido. Pourquoi avoir choisi cette thématique ? Alors tout d'abord, encore une fois, merci pour l'invitation, je suis ravi d'être ici. Alors, on va parler de libido, que vous connaissez aussi peut-être sur le thème de désir sexuel. Donc je vais commencer tout simplement par la définition. La libido est définie comme la recherche instinctive de plaisir et spécialement du plaisir sexuel qu'on appelle aussi donc le désir. La libido peut aussi être définie comme l'énergie qui sous-tend les instincts de la vie et en particulier les instincts sexuels. C'est un trouble fréquent qui est malheureusement encore tabou pour de nombreux patients, mais aussi, comme je vous l'ai dit précédemment, pour les thérapeutes. Je pense que c'est important d'en parler librement et on verra ensemble parce que pour moi, c'est une porte d'entrée sur des troubles hormonaux. Alors, petite statistique, on estime que 52% des hommes de plus de 40 ans ont des troubles de l'érection. Pour revenir rapidement dessus, parce qu'on va parler de testostérone après, donc il n'y aura pas que la testostérone qui sera responsable des troubles de l'érection. Chez l'homme, il y a aussi l'hormone de croissance et la MSH. Voilà, je ferme la parenthèse. En tout cas, en pratique, hommes comme femmes, malheureusement, vont se résigner à une diminution de leur activité sexuelle avec l'âge, alors qu'en réalité, il n'y a pas d'âge limite à une vie sexuelle épanouie. Dans une perspective de médecine naturelle, la santé sexuelle est pour moi un excellent indicateur de bonne santé, et notamment de santé cardiovasculaire, car en effet, il faut un bon flux sanguin, une bonne irrigation des organes génitaux. Et d'ailleurs, on retrouve parfois des symptômes sexuels qui précèdent les symptômes cardiovasculaires. Alors, au-delà des causes organiques et fonctionnelles, on estime qu'il y a environ 10% des troubles de la fonction sexuelle qui sont d'ordre psychologique. Donc là, je vais rappeler aux patients et même avec mes collègues thérapeutes d'orienter leurs patients si nécessaire. Alors, il ne faut pas oublier, avant de voir vraiment les causes hormonales des troubles de la libido, n'oubliez pas la iatrogénie, c'est-à-dire l'influence des médicaments. Alors, vous allez trouver notamment les antidépresseurs, vous allez trouver les antihypertenseurs, comme par exemple les bêta-bloquants, c'est très fréquent. Vous allez trouver également les antihistaminiques. Et pour la femme, n'oubliez pas, la pilule œstroprogestative diminue la libido. Alors, en quoi la prise en charge en médecine fonctionnelle va-t-elle améliorer ces troubles de la libido ? Alors pour moi, elle améliore les troubles de la libido parce que dans la médecine fonctionnelle, vous avez une branche qui pour moi est indispensable, qu'on appelle l'hormonologie. Et donc, on va retrouver 4 déficiences hormonales principales qui vont donc provoquer des troubles de la libido. On aura donc l'hypothyroïdie, on aura le déficit en testostérone, le déficit en DHEA et le déficit en œstrogène. Alors, on ne peut pas toujours attribuer les troubles de la libido à une seule hormone, souvent les 4 sont mélangés. Alors, avant de démarrer, je vais vous redonner un prérequis indispensable à une bonne libido. Donc, comme le dit toujours mon collègue et Stéphane Résimon, pour avoir de la libido, il faut avoir un ou une partenaire et donc il faut avoir du désir pour son ou sa partenaire. Ça paraît évident, mais il est toujours bon de le rappeler. Et je vous rappelle également, avant de commencer à explorer tout ça, retenez toujours qu'une déficience hormonale, il faut toujours 2 temps. Questionnez vos patients. Deuxième temps, regardez la biologie. Et moi d'ailleurs, quand on vient me voir en me disant « Que penses-tu de ma prise de sang ?», je ne peux pas vous répondre si je ne vous ai pas questionné. Donc pour moi, il y a 2 temps. Questionnaire en premier, biologie, et c'est en couplant les deux que vous avez votre diagnostic. Est-ce que tu peux nous parler du coup de l'hypothyroïdie dans les troubles de la libido ?
Oui, bien sûr. Donc, l'hypothyroïdie, pour moi, elle se distingue des autres déficiences par des signes qui sont pour moi très spécifiques. Vous les connaissez tous, frilosité, extrémité froide. Vous avez également des troubles digestifs comme la gastroparésie, donc vraiment la lenteur à digérer, et donc des gens avec des troubles du transit, et donc c'est la constipation. Vous trouvez également des troubles neuropsychiques comme le brouillard mental, la dépression, le moral up and down, et évidemment, on peut avoir prise de poids ou difficulté à en perdre, même si ce n'est pas toujours le cas. Alors, comme je vous l'ai cité avant, le diagnostic est pour moi avant tout clinique et donc à partir de l'interrogatoire, je peux globalement savoir si mon patient est en hypothyroïdie ou non. Pour reparler un petit peu de biologie, faut faire attention. Donc en France, on utilise beaucoup la TSH, on considère qu'elle est normale entre 0,3 et 4,5 milliunités par litre. Mais n'oubliez pas, on peut très bien être hypothyroïdien et avoir une TSH normale. Donc faites attention. Donc moi, j'utilise d'autres marqueurs, donc comme par exemple la T4 libre et la T3 libre. T4 libre, moi je l'attends au-dessus de 18 picomol par litre et la T3, je l'attends au-dessus de 5,2 ou 5,4 picomol. J'utilise beaucoup, moi, la T3 urinaire et donc j'attends une T3 urinaire donc sur les urines des 24 heures en général supérieure à 1500-1600 picomol par 24 heures, même si parfois certains patients ont des taux plus bas. Mais s'ils n'ont pas de symptômes d'hypothyroïdie, pour moi, ce chiffre me convient. Donc, encore une fois, j'insiste, mais pour moi, c'est très important, interpréter une biologie avec le symptôme de vos patients. Et donc, pour revenir sur la T3 urinaire, pourquoi je l'aime beaucoup? Parce que pour moi, elle est très bien corrélée aux symptômes d'hypothyroïdie du patient. Et pour moi, plus la T3 urinaire sera basse, vous constaterez quasi systématiquement que le patient aura beaucoup de symptômes d'hypothyroïdie. Alors, je ne pourrais pas vous faire un cours sur les traitements de l'hypothyroïdie, même si j'aimerais bien, peut-être un autre épisode. En tout cas, n'oubliez pas, médecine fonctionnelle, on pense toujours à la cause. Donc, recherchez et traitez les causes d'hypothyroïdie, boostez vos patients avec tous les cofacteurs de conversion d'hormones thyroïdiennes. Et en termes d'arsenal thérapeutique, vous avez évidemment les vitamines, les minéraux, les micronutriments. Vous aurez également de la phytothérapie, vous aurez l'allopathie et n'oubliez pas les extraits glandulaires qui sont très utiles. Alors, si vous voulez en savoir plus, je vous invite donc à visionner le podcast que j'ai fait sur les polymorphismes du gène DIO2, où là vous aurez tout en détail. La testostérone, évidemment, peut aussi être impliquée dans ces troubles de la libido. De quelle manière? Complètement. Alors, ça concerne pour moi aussi bien l'homme que chez la femme. Beaucoup de femmes parfois sont un peu surprises quand je leur parle de testostérone, mais les femmes ont besoin de testostérone. Donc les symptômes, pour l'homme et la femme, ils sont à la fois physiques et à la fois psychiques. Donc, en signe physique, vous retrouverez la diminution de la masse musculaire, le fait d'avoir du mal à récupérer après un effort. Vous retrouvez une accumulation de graisse, que ce soit au niveau de la poitrine, au niveau du ventre, au niveau des hanches. Pour l'homme, donc vous aurez les troubles de l'érection. Pour la femme, vous aurez la cellulite. Et pour les deux, vous aurez une perte de pilosité. Alors, on va aussi retrouver donc des signes psychiques, alors très fréquents, le manque d'assurance. Vous aurez également la dépression et vous aurez aussi l'anxiété. Alors, on va passer maintenant à la biologie. Alors, pour la biologie, chez l'homme, la testostérone totale est fiable et donc je l'attends au-dessus de 700 nanogrammes par décilitre. Alors, vous serez peut-être surpris parce que vous n'avez pas forcément vu ça dans vos normes de labo, mais ce que je vous donne, c'est une norme fonctionnelle. Alors, la testostérone seule, pour moi, ne suffit pas. Il faut savoir que vous pouvez avoir beaucoup de testostérone, mais ne pas forcément avoir beaucoup d'effets au niveau des cellules cibles. Et en fait, pour avoir un reflet vraiment androgénique de cette testostérone, eh bien, doser l'androsténédiol glucuronide, qui est donc le métabolite de la DHT. Et donc, cette DHT, je vous rappelle qu'elle est 30 fois plus puissante que la testostérone. Alors, cette androsténidiol glucuronide, je l'attends entre 15 et 17 nanogrammes par millilitre au niveau sanguin. Et donc, on peut très bien avoir une testo élevée, mais avoir androsténidiol glucuronide basse, et donc les patients gardent des symptômes de manque de testostérone. N'oubliez pas également, et ça on en reparlera après, de toujours doser la SHBG, qui est donc la molécule qui transporte la testostérone, mais aussi les œstrogènes. Donc on va parler, ça me fait une transition vers donc la femme. La femme, je lui dose aussi l'androsténédiol glucuronide. Pareil, c'est un très bon reflet de l'activité androgénique. On peut aussi utiliser chez la femme la testostérone totale, qui est d'ailleurs plus fiable que la testostérone libre. Et donc, cette testostérone totale chez la femme, moi, je l'attends au-dessus de 350 picogrammes par millilitre. Et donc, comme je vous l'ai dit, doser la SHBG, c'est encore plus important chez une femme, puisque vous le savez très bien, la femme a des œstrogènes. Et donc, cette SHBG va transporter les œstrogènes et la testostérone. Et ce qu'on sait en fait, c'est que cette SHBG, quand elle est augmentée, elle va donc transporter beaucoup de testostérone et donc on aura moins de fractions libres
au niveau des cellules cibles et donc moins d'effets androgéniques. Alors pour la SHBG, les valeurs de référence sont comprises entre 65 et 75 picomoles par litre, et donc j'en parlerai après, mais il faut qu'elles soient dosées au troisième jour du cycle de la femme. Alors maintenant, je vais passer un petit peu à ce qu'on peut utiliser en thérapie. Et là, en fait, surtout, je vais vous parler vraiment, notamment après, des plantes spécifiques vraiment pour la testostérone. Mais avant ça, je vous rappelle quand même les règles de base pour booster la testostérone naturellement. Bon sommeil, ne pas trop consommer d'alcool, ne pas fumer, gestion du stress. D'un point de vue micronutritionnel, pour moi, il n'y a pas débat. Le micronutriment de la testostérone, c'est donc le zinc. Et donc en phytothérapie, vraiment spécifiquement pour la testostérone, ce que j'ai retrouvé, c'est donc le shilajit, qui est une résine. Vous avez également la chrysine, vous avez le tribulus terrestris, le palminin, le fenugrec, la racine d'ortie, le prunier d'Afrique et l'ashwagandha. Il semble que la DHEA soit aussi impliquée dans ces troubles de la libido. De quelle manière est-ce que tu peux nous expliquer par quel mécanisme ça intervient? Oui, tout à fait. Donc, d'un point de vue biochimique, je vous rappelle que vous avez la testostérone et donc au-dessus, vous retrouverez donc la DHEA, ce qui est relativement logique, donc on la retrouve dans les troubles de la libido. Pareil, ça concerne l'homme et la femme. Et donc, cette DHEA, pourquoi on la retrouve souvent abaissée en consultation? C'est parce qu'en fait, on la retrouve dans la dysfonction surrénalienne, parce qu'en fait, la DHEA, elle est synthétisée au niveau des glandes surrénales. Et donc, comme en consultation, on a beaucoup de patients en dysfonction surrénalienne, eh bien, on retrouve souvent une DHEA basse, et ce, peu importe l'âge. Alors, en parlant de l'âge, il faut savoir que la DHEA, malheureusement, elle baisse dès l'âge de 30 ans, et on considère qu'on perd environ 1 à 5% de sa DHEA tous les ans. Alors, la DHEA, les symptômes sont assez similaires à ceux du manque de testostérone, mais moi, ce que je retrouve vraiment comme le symptôme où là, il n'y a pas trop de doute, c'est vraiment le manque de pilosité au niveau des aisselles et du pubis. Et ce que je retrouve souvent aussi, c'est que mes patients ont la peau sèche, mais finalement, comme la testostérone, mais il y a vraiment une localisation particulière pour moi. Je retrouve souvent une sécheresse oculaire. Alors, pour le dosage, que ce soit chez l'homme et chez la femme, le plus fiable, c'est le dosage sanguin. Et donc, il faut doser la DHEA sous forme sulfate, c'est important. Et donc, moi, ce que j'attends pour l'homme, c'est une DHEA au-dessus de 4000 nanogrammes par millilitre, et chez la femme, au moins 2000 nanogrammes par millilitre, en adaptant en fonction, toujours pareil, des symptômes. Alors, chez les personnes supplémentées, faites attention, le dosage doit être fait 9 heures à 12 heures après la prise. Donc, pour les patients qui prennent leur DHEA le matin, décalez la prise le soir, 2 à 3 jours avant, puisqu'en général, vos patients font la prise de sang le matin, puisque souvent, elle est à jeun. Alors, vous allez me dire quel taux on doit avoir toute sa vie. Mais finalement, moi, je veux ces taux-là toute la vie, puisque la DHEA a vraiment un effet bénéfique à tout point de vue. Alors, je ne vais pas pouvoir tous vous les citer, mais vraiment, les effets principaux, c'est que la DHEA, en fait, elle vous protège au niveau cardiovasculaire et elle stimule l'immunité. Alors, pour booster naturellement la DHEA, pareil, je vais vous donner vraiment les choses spécifiques pour la DHEA. Eh bien, on retrouve une fois de plus le shilajit, qui est donc une résine. Vous trouverez le cordyceps, un champignon, et vous retrouverez une fois de plus le tribulus terrestris. Enfin, n'oubliez pas que la DHEA, elle existe sous forme bioidentique, c'est-à-dire c'est une copie conforme à ce que votre corps est capable de produire naturellement. Alors en France, elle est sur prescription médicale, c'est non remboursé, et vous allez la trouver sous forme donc de gélules, et c'est donc une préparation magistrale à demander en pharmacie. Le quatrième axe qui est impliqué, c'est le déficit en œstrogènes. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, Julien, s'il te plaît? Oui, alors c'est vrai que les hommes ont des œstrogènes, mais là vraiment, pour moi, c'est un déficit qui concerne vraiment la femme. Alors c'est très facile pour la femme ménopausée, ménopause, plus d'œstrogènes. Évidemment en périménopause, mais ça peut aussi concerner une femme en période d'activité génitale qui n'aura pas une sécrétion suffisante d'œstrogènes. Alors, il y a beaucoup de symptômes de manque d'œstrogène et je ne vais pas vous les lister, ce serait beaucoup trop long, mais à mon sens, les plus spécifiques, ça va être donc les fameuses bouffées de chaleur qui sont d'ailleurs plus souvent nocturnes. Vous aurez pareil une accumulation de graisse au niveau abdominal. Vous pouvez également avoir une poitrine tombante et on retrouve aussi très 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 fréquemment une sécheresse vaginale qui d'ailleurs peut entraver et bloquer les patientes au niveau de la libido et des relations sexuelles. Donc c'est vraiment quelque chose de très important à prendre en charge. Alors, chez une femme en période d'activité génitale, j'en ai un petit peu parlé avec la SHBG. Pour moi, il faut vraiment scinder les analyses en fonction du moment du cycle de la patiente. Et donc au troisième jour du cycle, moi je vais doser donc le stradiol, mais je vais également doser la SHBG, éventuellement d'autres hormones centrales comme la FSH, la LH ou éventuellement la prolactine. Et surtout, le stradiol, pour moi, c'est très important de doser aussi le stradiol à J7 post-ovulation, donc c'est-à-dire après l'ovulation. Et donc, c'est un moment qu'on appelle
la phase lutéale. Et c'est vraiment à ce moment-là, en plus, où on aura le meilleur ratio entre œstradiol et progestérone. Et en fait, on va voir que c'est un trouble qui, malheureusement, touche beaucoup trop de femmes. Et c'est notamment responsable du fameux syndrome prémenstruel. Alors, pour les femmes qui m'écoutent, moi, je vais vraiment vous inviter à observer votre cycle. Et donc, vous trouverez une méthode qu'on appelle la symptothermie. C'est quoi la symptothermie? En fait, c'est l'étude de la glaire cervicale et de la température basale. Malheureusement, je n'ai pas le temps de le développer aujourd'hui, mais je vous invite vraiment à vous observer, puisqu'elles vous donneront les clés pour apprendre à mieux vous connaître et surtout à mieux vous traiter. Et ce sera beaucoup plus facile pour le thérapeute, notamment pour les biologies. Alors, rapidement, un œstradiol à J3, ça doit être compris entre 45 et 65 picogrammes par millilitre. Post-ovulation, on va chercher 150 à 200 picogrammes par millilitre. Et pour la femme ménopausée, vous allez comprendre que j'ai un peu le même raisonnement que pour la DHEA. Finalement, je veux que la femme ait à peu près le même taux d'œstradiol toute sa vie. Alors, pour une femme qui a 90 picogrammes par millilitre ou plus, eh bien déjà, si elle n'a pas trop de symptômes, pour moi, ça me suffit. Et pour certaines femmes, on sait qu'il faut aller au-delà de 150 picogrammes par millilitre pour finalement ne plus avoir de symptômes. Alors, n'oubliez pas donc de doser la SHBG. Je vais vous parler maintenant de comment booster naturellement les œstrogènes. Alors, on a la phytothérapie, et donc vous aurez la sauge, le houblon, mais aussi la gémothérapie de framboisier, la réglisse ou encore la luzerne. Alors, pour les médecins, n'oubliez pas, comme pour la DHEA, vous avez la possibilité de supplémenter en hormones bioidentiques. Très important, hormones bioidentiques et surtout pas synthétiques. Et on sait que la voie transcutanée est meilleure puisqu'il y a moins de fabrication d'œstrogènes potentiellement pro-cancérigènes, ceux que vous connaissez peut-être sous le nom de 16-hydroxyœstrone. Et donc d'ailleurs, moi, pour toutes les femmes que je supplémente, je dose tout le temps ce ratio 2/16-hydroxyœstrone. Bon, là, c'est pareil, ça peut faire l'objet d'un autre podcast, mais on ne peut pas tout développer. Et je rappelle encore une fois, attention, la pilule contraceptive donne des troubles de la libido. On a parlé des déséquilibres hormonaux. Est-ce que les neurotransmetteurs sont aussi impliqués dans les troubles de la libido? Oui, tout à fait. Donc, notamment, vous avez la dopamine, c'est le neurotransmetteur que vous connaissez comme le neurotransmetteur qui vous permet d'aller de l'avant, de faire des projets, de prendre du plaisir. Donc, naturellement, ça va jouer un rôle dans les troubles de la libido. Et donc, d'un point de vue pratique, vraiment, retenez les choses simples, c'est-à-dire apporter des protéines de manière suffisante dans la journée et éventuellement, pourquoi pas, apporter de la tyrosine le matin au petit déjeuner. Alors, une fois que tu as réalisé tous les bilans biologiques, est-ce que tu peux nous rappeler quelles sont les différentes stratégies naturelles qui vont te permettre de façon globale de soutenir la libido de tes patients? Oui, bien sûr. Donc, encore une fois, moi, c'est facile, j'ai accès à la biologie et donc j'ai accès aux hormones, etc. Mais pour les patients ou pour les thérapeutes qui n'ont pas forcément accès à la biologie, eh bien, il y a des solutions naturelles qui existent pour booster la libido et de manière globale les performances sexuelles. Je ne pourrais pas tous vous les développer. Alors, je ne vais pas forcément reprendre les traitements spécifiques pour chaque hormone que j'ai développé avant, mais là, je vais vous lister en phytothérapie ce qui peut aider de manière globale. Alors, vous aurez Simicifugara racemosa, Angelica sinensis, le Panax ginseng, Ginkgo biloba, qui a donc un effet sur la vasodilatation. Vous aurez le gamma oryzanol. Vous avez une plante qui s'appelle Muira puama. En anglais, c'est Potency wood, et donc c'est originaire d'Amérique du Sud. Vous aurez le saupalmetto, qu'on connaît aussi sous le nom de Serenoa repens. Vous aurez le Pygeum africanum. Vous avez le yam, vous avez le maca et vous avez une plante qu'on appelle Damiana. On a également des solutions complémentaires. Donc par exemple, on a l'arginine, qui est donc un acide aminé qui, grâce à son action vasodilatatrice via l'oxyde nitrique, qui va donc jouer un rôle sur l'afflux sanguin. Je vous l'ai dit avant, pour moi, le plus important, c'est le zinc, c'est le nutriment le plus important, et surtout chez l'homme, parce qu'en fait, il aura notamment un rôle aussi pour les spermatozoïdes et donc dans la reproduction. N'oubliez pas, les acides gras, vous aurez d'une part le PADHA qui sont donc les oméga 3, d'autre part le GLA, DGLA. Pourquoi c'est important? Parce que vos membranes cellulaires, il faut qu'elles soient fluides pour que le signal hormonal passe correctement à travers la membrane. Et donc, il vous faut une bonne fluidité membranaire et donc des oméga 3 et des oméga 6. Et alors, je vais terminer, parce que pour moi, en médecine fonctionnelle, avant de parler de biologie, avant de parler de choses complexes, comme je dis toujours à mes patients, il y a des choses simples que mes patients peuvent faire qui sont vraiment pour moi du quotidien. Alors, c'est quoi ces recommandations de base? Eh bien, éviction du tabac, un exercice physique régulier, limiter votre consommation d'alcool, une alimentation saine, donc évitez voilà, la junk food, gérez votre stress, et encore une fois, je ne l'ai pas dit précédemment, mais ne vous soignez pas tout seul, ne restez pas dans votre coin, et pour les thérapeutes qui ne sont pas forcément à l'aise, n'hésitez pas à référer vos patients à des gens formés en hormonologie.
Merci Julien, c'était vraiment passionnant pour un sujet un peu complexe et encore parfois tabou, donc on a appris énormément de choses. Je te remercie infiniment pour cette intervention. Euh, on vous donne rendez-vous pour un prochain live le 12 novembre avec le docteur Aurélien Nunes qui va aborder un thème complètement différent autour du coenzyme Q10. Si vous cliquez sur le lien ci-dessous, vous pourrez revoir ce podcast. Vous pourrez également accéder à l'ensemble de nos offres de formation sur notre espace académie et découvrir nos solutions thérapeutiques et produits en lien avec le sujet que Julien Pluchois vient d'aborder. Merci beaucoup, à bientôt.